Je me vois pas du tout me lancer sans conseil au préalable. Alors, je ne maîtrise pas encore suffisamment l'étalonnage. Ah, c'est trop dur d'exposer mon image. Je galère avec le S-Log 3. C'est trop compliqué, il faut surexposer, l'image est pas nette, je connais rien à l'étalonnage, c'est difficile en basse lumière et j'ai du bruit dans l'image. Voilà pourquoi c'est mauvais de filmer en log. Et ça restera mauvais tant que tu ne connaîtras pas toutes les infos présentes dans cette vidéo. Toi et moi, on va regarder ensemble comment utiliser le log en 3 étapes. Étape numéro 1, tu vas te concentrer sur l'utilisation en extérieur avec la lumière du jour et ses inconvénients. Étape 2, tu seras toujours en intérieur mais avec un faible éclairage. Je te cache pas que ça c'est le boss level. Si tu maîtrises ton log en basse lumière, alors ça devrait aller pour tout le reste. Dernière étape, ça se fait devant ton écran avec de la post-production et le traitement de ton image. Psst, si t'es pas prêt à te concentrer plus de 5 minutes sur de l'apprentissage important, alors laisse tomber et arrête tout de suite la vidéo. Pour bien utiliser ton log, il y a une chose qui est primordiale, c'est de connaître ta valeur d'ISO native. Suivant la marque ou la caméra que tu vas venir utiliser et suivant le type de log qui est appliqué, eh bien tu vas avoir une valeur d'ISO native. C'est-à-dire que sur cette valeur d'ISO, eh bien tu auras la meilleure plage de dynamique, tu auras le moins de bruit dans ton image, ainsi que le moins de dérives d'un point de vue colorimétrie. Ici, par exemple, sur mon Fujifilm X-H2S, eh bien j'ai une valeur d'ISO native qui est à ISO 1250. Sur cette valeur-là, j'aurai donc un fonctionnement optimal sur le log. Et du coup, ça me laisse l'opportunité de te poser cette question. Par rapport à ta caméra et le log qui est présent dedans, quelle est ta valeur d'ISO native? Si tu ne le sais pas, je te laisse chercher dans ton manuel, dans des groupes Facebook, des forums d'utilisateurs, chez ton revendeur ou même avec le SAV de la marque. Et n'hésite pas après à me dire à quoi correspond ta valeur d'ISO native en commentaire. Comme tu as déjà pu le voir, j'enregistre ici le fonctionnement de mon boîtier via mon Atomos Ninja 5. Celui-ci me permet d'enregistrer le fonctionnement des menus. Comme ça, tu vas voir quels sont les outils que je vais venir utiliser pour correctement exposer mon log. Pour venir t'aider, ton boîtier va venir t'aider avec différents outils, du plus simple au plus basique. Et ici, on va prendre le plus simple et qui est présent dans n'importe quel boîtier hybride, c'est-à-dire un histogramme. Et en plus, il est vraiment ici tout petit sur le Fujifilm X-H2S. Il se trouve sur le coin inférieur droit. Un histogramme, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement la démonstration de ton signal vidéo. Alors, tout ce qui va se trouver sur le côté gauche sera référent aux basses lumières et tout ce qui sera présent sur le côté droit sera référent aux hautes lumières. Et alors, suivant évidemment l'ouverture que je vais venir effectuer au niveau de mon objectif, tu peux voir que mon signal va venir se naviguer, va venir s'écraser par exemple ici sur la droite, ce qui représente les hautes lumières, et inversement, si je commence à venir fermer directement l'objectif, eh bien mon signal, alors ici je ne sais pas fermer plus, donc je vais venir augmenter ma vitesse d'obturation pour la démonstration, eh bien mon signal vient à s'écraser contre la gauche pour bel et bien me montrer ici que je viens tout simplement à avoir une sous-exposition. Alors maintenant que j'utilise le terme sous-exposition, je vais venir te préciser quelque chose qui est ultra important et qu'on va venir casser. Et ce que je te dis ici, ça c'est un conseil qui vaut 700 €. Je ne mens pas, j'ai payé moi 700 € pour avoir cette démonstration et ce conseil. J'ai assisté à une masterclass qui était donnée par Mathieu Misiraka et celui-ci en tout cas m'a fait la plus belle démonstration qui pouvait exister par rapport au log. Donc écoute bien, moi je te le donne ici gratuitement. En fait, d'un point de vue exposition par rapport au log, il n'y a que deux possibilités. Soit ton log est bien exposé, ou soit il est sous-exposé. Quand on te dit qu'un log est surexposé, ce sont des conneries. Il faut arrêter avec ce terme-là, c'est pour ça que je suis dans un vocabulaire un peu plus agressif. Il faut arrêter avec le principe de dire qu'on vient à surexposer un log. Il n'y a que deux possibilités. Soit ton log est bien exposé, soit il est sous-exposé. Alors, on vient à dire, pourquoi est-ce qu'on viendrait à dire justement qu'on va venir surexposer un log? C'est tout simplement en fait du langage qui a été déformé par les outils qu'on a sur nos boîtiers hybrides et qui sont à la base des outils de la photographie. Donc c'est-à-dire que si tu regardes sur tes outils qui sont présents dans ton boîtier hybride et ici sur le X-H2S, tu peux voir en fait qu'on va avoir sur le côté gauche de l'écran, en périphérie, un indicateur d'exposition. Le 0 étant censé être la bonne exposition, suivant ce que le boîtier nous dit, et en dessous, le -2, on est avec une sous-exposition, et 2, on est avec une surexposition. Et donc, on a eu du langage qui s'est déformé par rapport à cela. Mais en fait, cet outil-là, tu dois complètement l'oublier. Moi, ici, je te l'ai fait apparaître sur l'affichage de mon Fujifilm X-H2S, mais je ne l'ai même plus de présent. Donc, tu oublies complètement cela. Ça ne doit plus être présent. La seule chose qui compte, c'est soit ton log est bien exposé ou alors il est sous-exposé d'office.
Et pour justement avoir la meilleure exposition possible, tu vas venir analyser ton signal vidéo. Et ton signal vidéo, eh bien, tu sais te le faire représenter avec l'histogramme. C'est comme ça que ça va venir fonctionner. Et ce qu'il va falloir faire, eh bien, c'est tout simplement venir surélever en fait ton signal. Alors je dis surélever par rapport à un outil qu'on va voir par après dans la partie 2, donc qui sera l'exposition en basse lumière. Mais donc ici par rapport à l'histogramme, eh bien il va falloir ramener, en fait il va falloir venir faire décoller ton signal sur l'histogramme, ton signal par rapport à la gauche, sans pour autant qu'il vienne à venir s'écraser sur la droite. Donc en fait on a un mouvement à venir effectuer. Donc si je reviens ici, tu peux voir que si je viens à réouvrir l'objectif, eh bien mon signal vient à s'écraser. Ça, c'est trop. Tu peux voir que l'histogramme se colle beaucoup trop sur la droite, c'est beaucoup trop. Donc, je viens ici refermer mon objectif et là, voilà, moi, je me mettrai à f9. Là, j'ai une exposition qui est correcte. Alors, ton boîtier, et s'il est récent, il intègre aussi un outil qui va, suivant en tout cas les marques de boîtier, s'appeler sur soit affichage Rec 709, assistant de visualisation. C'est quoi? C'est un outil en fait qui te permet tout simplement de récupérer des couleurs par rapport à ton log, donc de ramener en fait ton log sur un espace Rec 709. C'est un peu technique, mais tout simplement, dis-toi que ça va ramener en fait visuellement, c'est une aide à l'affichage, ça va te ramener des couleurs et du contraste. Le problème en fait, c'est que ce n'est pas du tout optimal par rapport à nos boîtiers hybrides et on n'a pas quelque chose qui est réel. Et le problème par rapport à ces aides à l'affichage, c'est que si tu te fies à ceux-ci, eh bien en fait ton log il sera toujours sous-exposé. C'est quasiment systématique. Quand tu viens à utiliser l'aide à l'affichage, ton log va venir être sous-exposé en fait. Donc moi c'est quelque chose que j'utilise très peu. Donc cette aide à l'affichage, moi généralement c'est associé à un bouton raccourci sur le boîtier, ce qui me permet en fait de l'afficher et de le désactiver, donc de l'afficher et de l'enlever. Au moins de cette façon en fait, moi ce que je veux c'est voir directement l'affichage brut. Comme tu peux le voir ici sur l'Atomos, là on a l'affichage brut. Et comme tu peux le voir, eh bien même d'un point de vue retour visuel et sur l'affichage brut, on voit que c'est normal, on voit que c'est bon, on n'a pas une surexposition ou autre. Donc on a un log qui est exposé normalement. Donc du coup, ici, le problème, c'est qu'on se retrouve avec une autre difficulté sur le log. Comme je te l'ai dit, on doit respecter en fait la valeur d'ISO native par rapport au log. Et moi, ici, j'ai pris le XH2S parce que c'est un excellent exemple dans le sens où il amène une contrainte supplémentaire. Comme tu peux le voir, la valeur d'ISO native, elle est à ISO 1250 sur le F-Log deuxième génération. C'est très haut comme valeur d'ISO ici en plein jour. Et donc, le problème, c'est que si maintenant, je viens à réouvrir mon objectif, eh bien, comme tu peux le voir, mon image, elle est complètement cramée. Je me suis mis ici à 1.4. Là, mon image, elle est complètement cramée. Donc, comment est-ce que je peux faire par rapport à ce problème pour récupérer une image correcte? La réponse, elle est très simple. On va venir utiliser ici des filtres ND. Et ça tombe bien parce que j'en ai justement ici avec moi. Alors ici, il s'agit d'ND variables. Si tu es abonné à la chaîne depuis longtemps, tu sais bien que je ne jure que par les ND fixes, mais ça sera plus simple de te faire la démonstration ici avec les ND variables. Ah, attends. J'ai mon téléphone qui sonne. Comment on fait quand on n'a pas de filtre ND? Ben, t'en achètes et peut-être qu'à la place de dépenser 500 balles dans un stabilisateur que tu vas soit trop peu utiliser ou soit trop utiliser, ben, crois-moi, investis dans des filtres ND et le bon Dieu te le rendra. Je viens de mettre ici mon filtre ND variable par-dessus mon objectif et on va voir le fonctionnement. Donc je vais venir en fait tout simplement augmenter l'intensité de mon filtre ND et je regarde toujours en fait mon signal, le signal au niveau de l'histogramme et j'essaie, tu vois, je fais des petits tests en avant, en arrière et j'essaie de trouver vraiment l'exposition qui est correcte. Et là, je suis bon. Là, tu vois, là, j'ai une exposition qui est nickel. Et là, je fais correctement les choses. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je regarde pour respecter la valeur d'ISO native de ma caméra, donc de mon boîtier hybride, en l'occurrence ici ISO 1250. Je ne viens pas commencer à jouer avec la vitesse d'obturation, etc. Je garde un respect d'une règle à 180 degrés, du shutter à 180 degrés. Donc ici, je filme à 24 images par seconde, je suis à une vitesse d'obturation à 1/48e. Et comme j'ai envie d'avoir un rendu un peu esthétique et surtout en fait camoufler toute la merde qui se trouve derrière mon sujet, ben je suis ici à filmer à grande ouverture. Et là, j'ai quelque chose qui est nickel. Là, je suis bon. Là, je suis parfait. Là, je fais une exposition correcte au niveau de mon log. Je ne tiens pas compte de l'outil qui se trouve en extrémité gauche ici, qui me dit, le boîtier me dit quoi? Il me dit, attention David, ton image, elle est surexposée de 2 diaphes. Non, on s'en fout, on s'en fout. Le boîtier lit tout simplement mal cette exposition, c'est tout. Et il ne me donne pas la bonne valeur.
Et je ne regarde pas mon aide à l'affichage parce qu'elle pourrait venir m'induire en erreur. Je me fie uniquement à l'histogramme. Maintenant que tout ça est en ordre, il n'y a rien de plus simple. J'ai juste à lancer l'enregistrement et on va voir ce que ça donne. Il manque quand même un truc et tu dois l'entendre avant de quitter cette vidéo. Si tu es toujours là, c'est que tu as compris l'importance du log et que tu es au-dessus de la moyenne. Du coup, je te partage un autre bon plan avec un outil que j'utilise tout le temps et qui est Artlist. Si tu as déjà Artlist, tu peux passer plus loin, mais si c'est pas le cas, laisse-moi te dire que c'est l'outil le plus important que j'utilise pour ma post-production. Crois-moi que cette vidéo serait bien moins rythmée si j'avais pas Artlist pour trouver des bons effets sonores, de la bonne musique et des bons plugins. Je suis au minimum 4 fois par semaine sur Artlist depuis bientôt 5 ans, donc je te cache pas que c'est un outil à avoir dès que tu fais de la vidéo. C'est d'ailleurs grâce à Artlist que je te fais cette vidéo car ils l'ont sponsorisé et mon lien présent en description te donnera 2 mois supplémentaires sur l'abonnement. Et si tu connais d'autres personnes qui pourraient utiliser Artlist, n'hésite pas à communiquer mon lien car ça permet de supporter la chaîne. Pour l'exposition en basse lumière, on se retrouve ici dans un autre setup et avec un autre boîtier, le Lumix S5 Mark II que j'ai sélectionné pour 2 raisons. Alors première étape, on va se mettre en situation réelle et on va venir ici éteindre les lumières qui sont présentes dans l'espace. Caro, est-ce que tu sais éteindre les lumières? De cette façon, tu peux te rendre compte ici qu'on est à présent dans le noir complet. Alors évidemment, tu ne me vois quasiment plus à l'image. Je vais venir ici changer les paramètres de la caméra qui me filme de façon à ce que tu puisses me voir correctement. Pourquoi avoir sélectionné le Lumix S5 Mark II? Eh bien tout simplement parce qu'il embarque une fonctionnalité qui est aussi reprise dans la caméra qui me filme juste ici, qui est la Blackmagic Pocket 4K, c'est-à-dire un double ISO natif. Lorsque tu décides de filmer en basse lumière, c'est un choix qui doit être réfléchi en amont et suivant en tout cas le type d'activité que tu veux faire. Le tout est de sélectionner une caméra qui te permettra en fait d'avoir une meilleure captation en basse lumière et ce grâce à un double ISO natif. C'est-à-dire qu'il y aura un autre ISO qui sera beaucoup plus haut au niveau de la montée mais qui reprendra la même plage de dynamique que le premier ISO natif. Ici, comme tu peux le voir sur la Blackmagic Pocket 4K, je filme à ISO 3200. Et ici sur le Lumix S5 Mark II, et comme tu peux le voir juste ici, je suis sur le deuxième ISO natif qui est ISO 4000, ce qui permet d'avoir une plage de dynamique correcte en basse lumière et surtout d'utiliser bien moins de sources lumineuses pour avoir un cadre correctement éclairé. La deuxième raison qui fait que j'utilise ici le S5 Mark II, c'est parce qu'il intègre un outil qui est très important, c'est-à-dire le waveform. Le waveform, c'est le même principe que l'histogramme, mais pour vidéaste. C'est-à-dire que les basses lumières vont se trouver dans le bas et les hautes lumières vont se trouver dans le haut. On n'est plus dans un système de gauche-droite. Alors ici, eh bien, tu peux voir que suivant en tout cas l'exposition que je vais faire sur mon image, donc je vais venir ici refermer le diaph de mon objectif, eh bien, tu peux voir que j'ai ma waveform qui est en train de s'écraser. Si maintenant je reviens sur une ouverture beaucoup plus grande, eh bien là j'ai mon signal, tout comme on l'a vu sur la partie extérieure, donc avec la lumière du jour, qui vient à se détendre complètement sur ma waveform. Donc j'ai un signal vraiment qui vient à se positionner entre le bas et le dessus, ce qui est super important. Alors bien entendu, pour ça, il s'agit ici d'un autre conseil qui est d'utiliser justement des objectifs à grande ouverture. C'est très important. Ah, attends, j'ai mon téléphone qui sonne. Comment on fait quand on n'a pas des objectifs à grande ouverture? Alors ça, c'est une bonne question et en fait, c'est très très simple. Tu vas tout simplement sortir un billet de 50 € de ta poche. Pourquoi 50 €? Et là, je me retourne. Parce qu'avec 50 €, tu sais acheter ce par quoi j'ai commencé, c'est-à-dire des objectifs vintage entièrement mécaniques. Ça, c'est quelque chose que tu vas trouver sur Facebook Market, sur Le Bon Coin, dans un vide-grenier, une brocante. Ça, c'est quelque chose qui va tourner entre 50 et 80 €. Donc, tout au mieux et suivant la bague d'adaptation que tu vas venir utiliser pour ta caméra, au mieux, au plus cher, ça va te coûter à 100 €. Donc en fait, tu n'auras pas d'excuse pour ne pas disposer d'un objectif qui sera ultra lumineux. Sache que j'ai effectué la captation d'événements qui s'effectuaient sur la partie nocturne sur un volume de plus d'une vingtaine d'événements par le passé avec ce type d'objectif. Donc là-dessus, si tu n'as pas d'optique que ce soit de toute façon du 35 mm, du 50 mm ou même du 85 mm, ça va toujours tourner dans les mêmes types de tarifs, entre 50 et 80 € l'objectif. Et si tu te poses la question, ok David, c'est bien beau de dire ça, et pourquoi est-ce que tu ne l'as pas mis sur ta caméra à la place d'utiliser ici ton Sigma 50 mm? Tout simplement parce que je l'ai récemment fait tomber et que celui-ci est cassé. Voilà, comme ça explique tout. Au niveau du setup, j'ai placé juste à côté de Caroline un pavotube Nanlite. Donc c'est un tube LED, celui-ci est réglé sur une puissance de 9%, donc il est quasiment
au plus bas. Et je viens renforcer le tout par un drapeau pour diminuer encore la présence de lumière. Donc j'ai vraiment ici essayé d'amener cela au plus bas de façon à simuler ce qu'on pourrait retrouver lorsqu'une personne se retrouve par exemple dans la rue auprès d'un abribus. On va retrouver le même jet de lumière au niveau de son visage. Et donc je revérifie exactement la même chose que j'ai effectué sur la partie en extérieur. C'est-à-dire le premier point, est-ce que je suis bel et bien sur un ISO natif? Ici c'est le cas, la caméra m'offre 2 ISO natifs, donc je suis sur ISO 4000. Je regarde à ce que mon signal soit vraiment décollé. Donc on a quelque chose ici qui est très bien, donc il est décollé du fond et il ne vient pas à s'écraser sur le dessus. Donc même chose, hein, si je revenais ici à fermer l'objectif, voilà, là on a vraiment le signal qui est écrasé, donc ce ne serait pas bon. Alors ce qui est intéressant, c'est que si je reviens ici comme ceci, et par rapport au retour visuel que j'ai, ben moi je pourrais très bien croire que par rapport au retour visuel juste ici, que mon exposition n'est pas correcte. C'est déjà quelque chose qu'on a vu tout à l'heure sur la partie extérieure. Le retour visuel peut m'induire en erreur, alors que non, ça c'est correct. Du coup, ben moi j'ai tendance directement à venir désactiver le retour d'assistance visuelle. Comme ça, je sais constater, ah ben non, en effet, moi mon exposition elle est correcte. J'active en plus ici la waveform. Je sais voir que mon signal est bon. Donc mon signal est bel et bien décollé. Je suis ici sur l'ISO natif et au final, ben, j'ai plus qu'à lancer l'enregistrement. Alors je balance ici l'enregistrement, voilà, je filme ici Caroline, donc tu peux voir directement l'avant-après, hein, donc dès que j'effectue l'étalonnage, on a bel et bien quelque chose de correct au niveau de l'exposition alors qu'on est quasiment dans le noir complet. Dernier élément à mentionner, et si tu viens te poser la question du « ok d'accord, mais comment on fait quand on n'a même pas une source lumineuse comme ça ?» Ben alors si tu dois filmer dans un environnement dans lequel il n'y a vraiment aucune source lumineuse, c'est que tu n'es peut-être pas en tout cas dans une recherche esthétique, mais plus dans une recherche d'information, tel un paparazzi qui voudra absolument son plan. Et dans ce cas-là, eh bien, c'est que tu n'as pas besoin du log. Tu peux tout simplement filmer en standard, booster les ISO au maximum, parce que c'est vraiment ta recherche d'information qui va primer. C'est ce qui va se trouver dans l'image, c'est ta information que tu voudras diffuser, et ça ne sera pas non plus une recherche esthétique. Donc, s'il n'y a pas du tout de lumière, ben c'est que tu n'es pas dans une recherche esthétique. Et alors là, tu fais ce que tu veux, tant qu'on connaîtra plus ou moins ce qui va se retrouver dans ton cadre. Dernière étape avec la partie post-production, peut-être quelque chose que tu attends depuis le début de cette vidéo. Et on se retrouve ici dans DaVinci Resolve. Encore ce satané téléphone. Comment on fait quand on n'utilise pas DaVinci Resolve? C'est très simple. Tu prends quelques pop-corn et tu continues à regarder la vidéo parce qu'il y aura peut-être quelque chose, une méthodologie que tu pourras appliquer par rapport à ton propre logiciel vidéo. Ici, on reprend le plan qu'on a filmé ensemble en tout début de vidéo, donc sur la partie extérieure. Comme tu peux le voir, j'ai mon plan qui est ici entièrement brut. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder ici au niveau des parades, donc le rouge, le vert, le bleu, de regarder en fait notre signal vidéo. Et comme tu peux le voir ici, on a un signal qui est exactement parfait d'un point de vue exploitation. C'est-à-dire que mon signal est bien décollé du fond et je vais pouvoir justement exploiter celui-ci et l'étendre. Il n'est pas non plus écrasé, hein, je n'ai pas d'écrêtage au niveau de mes hautes lumières, il est vraiment parfaitement exploité. Et donc, on va venir justement aller rechercher toutes les informations dont on a besoin dans ce signal qui a été bien exposé. Première étape, donc ici il s'agit du Fujifilm X-H2S. Donc la première étape que je vais faire, alors j'ai déjà ici dessiné mon arborescence, hein, donc c'est-à-dire les différents nœuds qui vont appliquer mes différents effets. Je vais te les détailler, mais je les ai déjà appliqués, comme ça on a une explication qui est plus rapide. Première étape que j'effectue, c'est tout simplement d'appliquer ma lutte de conversion, ma lutte à moi. Donc d'ailleurs, comme tu peux le voir, si je laisse, je ne sais pas si la capture d'écran le fait correctement, mais il m'indique ici qu'il s'agit de la lutte X709 V2, monsieur caméra. C'est la lutte que j'ai développée pour le F-Log 2. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, et comme tu peux le voir juste ici, ma lutte de conversion, elle n'exploite pas pour autant parfaitement le signal vidéo. J'ai encore des informations à aller rechercher dedans. Donc pour ça, je réactive mon nœud qui reprend en fait l'exposition. Donc c'est-à-dire que si je me mets ici au niveau des roues et je viens à l'appliquer, voilà, là je récupère quelque chose qui est bon au niveau de mon exposition, en tout cas que moi je vais juger de correct. C'est-à-dire que j'ai appliqué du contraste, j'ai un peu relevé mon gain, j'ai diminué mon exposition complète et alors j'ai diminué un peu le lift. Donc voilà, et là ça me permet de récupérer une exposition normale. Ensuite, je vais continuer. Et là, je vais continuer avec la saturation. Donc, la saturation, je l'active, ce qui me permet de récupérer de la saturation. Donc, si d'ailleurs je vais dans mon vector scope et que je désactive, hein, tu peux voir ici mon signal de saturation qui va venir s'étendre, se déployer. Donc voilà, ça c'est une saturation que je vais trouver correcte.
Ensuite, je vais basculer tout simplement sur un système de vignettage. Moi, j'aime apporter du vignettage avec du vignettage à l'intérieur et à l'extérieur par rapport à la partie exposition. Donc, je viens activer mes 2 nœuds. Voilà. Et ce qui me permet ici de récupérer du vignettage. Donc, au niveau de mon vignettage, tu peux voir que ici, donc, ce qui représente l'intérieur, hein, donc si je fais l'affichage complet, tu peux voir que là, ça reprend toute cette partie-ci. Eh bien, je suis venu surélever mon signal vidéo très légèrement. Et sur la partie extérieure, ben, c'est l'inverse. Je suis venu l'abaisser un tout petit peu, ce qui me permet en fait d'illuminer au mieux mon sujet. Tu peux voir qu'il s'agit de quelque chose de très simple. Je vais revenir ici au niveau des parades. Voilà, je vais réactiver les parades, comme ça c'est beaucoup plus simple. Et je désactive l'affichage. Et donc là, en quelques étapes, c'est-à-dire ma lutte de conversion, mon exposition, la saturation et mon vignettage, eh bien j'ai quelque chose qui est bon. Alors bien entendu, tu as un ordre à respecter, hein, même si je ne suis pas un étalonneur parfait, tu as un ordre d'étapes à respecter, c'est-à-dire que le contrôle de ton exposition doit s'effectuer en amont de ta lutte, hein, donc de ta conversion, de ta récupération vers du Rec 709. Pourquoi? Parce que si tu le mets par après, eh bien tu as des informations qui seront mal exploitées. Par contre, ma saturation, moi je la mets après. Alors, tu peux voir après que j'ai 2 autres nœuds qui sont désactivés et là, en fait, ils vont me servir d'exemple. Pourquoi? Et je vais venir zoomer en fait dans mon image. On a en fait souvent des personnes qui disent au niveau du log, quand je filme en log, je n'ai pas assez de détails, mon image est floue, mon image n'est pas nette. C'est normal, c'est quelque chose que ta caméra ne va pas appliquer, elle ne va pas procéder à cette étape au niveau du traitement du fichier. Donc, c'est-à-dire que c'est à toi à venir à rajouter en fait cette netteté en post-production, mais seulement si tu en as envie. Par exemple, moi qui n'aime pas avoir trop de netteté, j'aurais peut-être tendance à la diminuer. Mais tu vas voir quelles sont les étapes en tout cas que tu peux appliquer pour soit récupérer ou alors soit tout simplement la diminuer. La première étape, tu peux voir ici que je t'ai mis donc détail V1, détail V2 parce que tu as 2 manières de procéder. Donc, on va regarder 2 choses. Ici, on va regarder au niveau de son regard et on va regarder en même temps le signal vidéo. Je vais venir l'activer. Tu peux voir ici que mon signal, en fait, s'est illuminé. Alors, et ici, au niveau des paupières, donc je vais venir de nouveau le désactiver. Regarde ici au niveau des paupières. Alors, j'espère que la compression YouTube te permet de voir, mais je récupère de la netteté au niveau de mon image. Alors, 2 informations sont à mentionner là-dessus. La première, c'est comment est-ce que je fais pour récupérer cela? Eh bien, je vais ici dans ma partie Blur, qui est justement la partie floue, hein, donc cet outil dans DaVinci Resolve, et je vais jouer sur le radius. Et ce radius va me permettre, en fait, tu peux voir ici, je vais le remettre à 50, qui est la valeur native, eh bien, me permet justement de soit diminuer, hein, donc d'avoir un flou complet, ou soit d'accentuer cela. Alors moi, par défaut, si je dois vraiment rajouter de la netteté, je vais le placer à 0,47, mais ça, c'est un peu à toi de voir. Alors pourquoi est-ce que le signal vidéo a bougé en même temps? Eh bien parce que ça, ce sont des étapes qui vont agir aussi sur tout ce qui est micro-contraste. Donc en fait, ça va venir justement développer différemment ton signal vidéo en haute et basse lumière. Ça va agir vraiment sur les micro-contrastes et pas uniquement sur ta netteté. Donc tu dois faire attention par rapport à ça. Ça, c'était la première version que tu peux avoir. Ça, c'est le premier moyen. Donc, c'est-à-dire que tu viens ici dans ton outil Blur, tu joues sur le radius et tu vas jouer sur les micro-contrastes et ça joue sur l'ensemble de ton image. D'accord? Ça, c'est la première étape. Je vais venir la désactiver. Deuxième étape, et là, je viens me remettre ici au niveau des paupières et je vais venir l'activer. L'autre possibilité, et je désactive et réactive. Alors là, évidemment, ça sera beaucoup plus subtil pour toi. Alors, je vérifie. Non, c'était l'inverse. Hop, voilà, je le change là et je t'explique. Donc, ici, comme tu peux le voir, si je l'active et désactive, même chose au niveau des paupières, on voit quelque chose qui est différent. Donc, je vais récupérer de la netteté. Donc, je vais venir zoomer un peu plus et on va même accentuer cela. Voilà. Tac. Voilà, ici. Donc, tu peux voir, je récupère de la netteté au niveau de mes paupières. Donc, ça, c'est si tu veux récupérer de la netteté. Alors, c'est une netteté, enfin une netteté, je ne sais pas si c'est le bon terme qu'on peut utiliser, mais c'est une netteté qui se déploie au niveau des tons moyens. MD, en fait, c'est pour Middle Detail. Donc, c'est au niveau de l'exposition moyenne et ça ne va pas agir sur l'ensemble, en fait, de ton image. Donc, ça, c'était une première étape à prendre en compte. Et moi, ce que je fais ici, et d'ailleurs, si je fais l'affichage exact du nœud, tu peux voir que j'ai été qualifié en même temps le visage. Donc, c'est-à-dire que j'ai utilisé ici mon pinceau pour venir qualifier uniquement le visage et appliquer cet effet uniquement au visage. Alors, ce que je vais faire,
ici, c'est te montrer ce que j'avais fait tout à l'heure, qui est quelque chose que j'aime bien appliquer. C'est-à-dire que moi, à la place de booster ces tons moyens, hein, à la place de booster ce mid detail, moi, je vais venir le mettre en négatif. Je vais venir le mettre en négatif. Je vais le mettre à -20. Alors, hop, -20, voilà. Et regarde ici l'effet que ça m'a donné à ma peau. Tu vois, c'est venu, en fait, lisser ma peau. Donc, ça lui donne en fait une teinte de peau qui est beaucoup plus agréable, qui est beaucoup plus plaisante en fait à regarder. Alors, on va pas dire ça, on va pas développer ça comme un outil de séparation de fréquences comme on peut retrouver sur Photoshop, mais en tout cas, ça fonctionne très très bien et c'est beaucoup plus plaisant au niveau des teintes de peau d'effectuer cela. Donc, comme tu le vois ici au niveau du grain de peau, voilà, je remets, j'ai récupéré quelque chose qui est bien. Et l'avantage, comme tu peux le voir aussi, ça va venir en quelque sorte diffuser mes ombres marquées. Regarde ici au niveau des ombres marquées qui sont présentes. Si je viens l'activer, ça diminue en fait mon ombre marquée. Donc, c'est quelque chose que j'apprécie énormément en fait parce que ça embellit justement le visage. Alors tout à l'heure dans le début de la vidéo, je ne l'avais pas appliqué. Hein, j'avais vraiment appliqué uniquement le résultat normal sans le détail. Mais je pense que c'était important de te l'expliquer ici dans ce développement. Donc, tu vois, ici, j'ai quelque chose qui fonctionne très bien dans les deux cas. Et tu peux très bien, si tu en as envie, utiliser les deux. C'est-à-dire que tu peux très bien faire, par exemple, rajouter du détail complet en fait dans ton image. Hein. Donc, c'est-à-dire tu voudrais rajouter de la texture ici en fait dans cette écharpe. Ben, tu vas venir rajouter de la netteté complète, hein, comme on l'a vu ici avec l'outil Blur, et donc venir jouer sur en même temps les micro-contrastes. Et puis après, tu as les tons moyens, donc qui sont ici, que je suis venu activer, qui sont dans les roues primaires. Et là, ben, moi, j'ai qualifié pour faire uniquement sur le visage. Et là, j'ai quelque chose qui est nickel. Autre élément à prendre en compte par rapport à ça, donc par rapport à l'ensemble de ce plan, c'est que c'est un plan qui a été filmé avec le Fujifilm X-H2S et qui est donc en 10 bits 422. Bien souvent, on a des gens qui disent ben moi, écoute, j'ai du log sur ma caméra, mais par contre, je ne sais enregistrer en interne qu'en 8 bits. Et moi, on me conseille toujours de ne pas le faire, donc c'est-à-dire de ne pas filmer en log par rapport à du 8 bits. Moi, pour moi, l'explication que je te donne là, elle n'est valable que pour moi. C'est faux. C'est-à-dire que moi, si la caméra me donne... Je prends un excellent exemple avec le Fujifilm X-S10 qui partage en fait exactement le même capteur que le Fujifilm X-T4. Le X-T4 peut filmer en 10 bits 422 et le X-S10, lui, alors qu'il partage exactement le même capteur et donc la même dynamique, ne peut filmer qu'en 8 bits 420. Eh bien, si je filme en log avec le XS10, je vais récupérer ce qui était annoncé à quasiment 14 diaph de dynamique sur le X-T4. Donc moi, je vais utiliser ce log. Je vais l'utiliser. Par contre, c'est certain que si tu filmes en 8 bits et que ton but est de appliquer une lutte n'importe comment, comme un bourrin, en faisant vriller les couleurs, etc., ben c'est logique qu'il ne faut pas l'utiliser. Mais moi, ici, la seule chose que j'ai fait par rapport à mon image, c'est la ramener sur un espace Rec 709. Je ne vais pas commencer à manipuler les couleurs n'importe comment, etc. Donc, même si ta caméra filme en 8 bits, moi, je t'encourage à utiliser le log parce que tu vas pouvoir exploiter toute la dynamique de ton capteur. Donc, ça sera de toute façon bien plus intéressant. Alors, si tu dois commencer à utiliser des luttes n'importe comment, oui, ton image sera dégueulasse. Mais si ton but est uniquement de ramener sur un espace Rec 709 comme ici, ça fonctionnera parfaitement. Parfaitement. Pas besoin d'aller plus loin. Donc ça, c'était la première étape. Ça, c'était avec le Fujifilm X-H2S qui va intégrer une méthodologie qui ne sera pas aussi scientifique que je le voudrais. J'aime bien utiliser ce terme-là. Pas aussi scientifique que je le voudrais. On va basculer maintenant sur le Lumix S5 Mark II. Et là, on va avoir une arborescence qui est un peu différente, comme tu peux le voir juste ici. Et je vais venir tout désactiver de nouveau. Hein. Donc, OK, je sélectionne tout et je désactive. Donc là, même chose, on regarde mon signal vidéo hein, qui est ici représenté au niveau des parades. Comme tu peux le voir, de nouveau, mon signal, il est nickel. Donc, c'est-à-dire qu'il est décollé du bas, il ne vient pas s'écraser sur le haut. Donc, il est parfait. J'ai un tout petit peu d'écrasement ici sur le haut, mais de toute façon, qui va être exploitable sans aucun problème. Alors, première étape par rapport à ça, je ne vais pas venir utiliser une lutte de conversion, mais je vais venir utiliser en fait le Color Space la transformation de l'espace colorimétrique, qui est un outil dans DaVinci Resolve, qui va te permettre en fait justement de transformer ton espace colorimétrique d'une façon correcte. Donc je vais venir augmenter ici mon image et je vais venir l'activer, donc le CST.
Alors, tu peux voir ici, donc, au niveau de mon espace colorimétrique, c'est du Panasonic Vegamut, et au niveau de l'input gamma, c'est du Panasonic Vlog. Si tu te dis, ok David, mais pourquoi est-ce que tu l'as pas fait ça tout à l'heure avec le Fujifilm X-H2S? Bien tout simplement parce que, de 1, le F-Log 2 n'est pas encore intégré au niveau du gamma dans DaVinci Resolve, ça c'est la première chose. Et au niveau de l'espace colorimétrique, Fujifilm ne communique pas clairement là-dessus, c'est-à-dire que on peut supposer par rapport à des informations en ligne qu'il s'agit d'un espace Reg 2020, mais moi, quand je l'applique, je ne trouve pas en tout cas un résultat parfait. Donc, c'est pour ça que je ne sais pas utiliser le CST par rapport au Fujifilm X-H2S et que j'ai donc développé ma propre lutte de conversion. C'est un peu dommage, j'espère que cela va en tout cas évoluer dans le futur, mais ça c'est une des raisons qui fait que j'adore en tout cas le Panasonic Vlog, c'est qu'il fonctionne très bien dans DaVinci Resolve, il interprète très bien la Color Science, donc ça fonctionne très bien. Donc je retire ici mon Color Space Transform parce qu'au final j'ai juste fait ça. Donc c'est-à-dire que mon Color Space Vegamut, mon gamma, le Vlog, ok ? D'accord? Alors, maintenant que j'ai activé les CST, comme tu peux le voir, mon image, elle est entièrement cramée. D'ailleurs, on le voit ici au niveau de mon signal. Hein. Mon signal est venu, mais complètement s'écraser sur le dessus. Donc, j'ai une image qui est entièrement brûlée. Et ça, c'est souvent quelque chose qui arrive en fait aux personnes qui filment en log, alors qu'elles utilisent soit le CST ou soit une lutte de conversion qu'on va trouver sur le site de Panasonic ou que d'autres, en tout cas, vendent en ligne. Ils se disent « Ah putain, j'ai foiré mon plan. C'est mort, je ne saurais plus rien en faire, je ne sais pas récupérer ça, comment est-ce que je vais faire ?» Là, de nouveau, il y a des outils qui sont incroyables et qui permettent d'avoir un bon fonctionnement au niveau du log sur DaVinci Resolve. Je vais venir ici, en fait, activer, donc, en amont, comme on l'a vu tout à l'heure avec le Fujifilm X-H2S, mon nœud d'exposition. Donc, je le réactive, et là, tu peux voir que je suis venu récupérer toutes les informations sans aucun problème. Et avec un procédé qui est tout simplement génial et qui est récent donc depuis la version 18 de DaVinci Resolve, c'est-à-dire que je vais utiliser les roues HDR. Mais je ne vais pas les utiliser n'importe comment, je vais les utiliser par rapport au fonctionnement du log. Donc c'est-à-dire qu'au niveau des roues HDR, et lorsque tu viens appuyer sur les 3 petits points qui sont juste ici, alors je vais te détailler ce que j'ai à l'écran parce que je ne sais pas si la capture d'écran va bien fonctionner. Quand j'appuie en fait ici sur les 3 petits points, j'ai les 2 derniers outils d'une fenêtre pop-up qui vont s'ouvrir, et ces 2 derniers outils, j'ai Color Space et Gamma. Au niveau du Color Space, et comme tout à l'heure avec le CST, eh bien je viens sélectionner Panasonic Vegamut. Donc en fait, j'ai tous les espaces colorimétriques qui vont s'afficher. Donc, c'est-à-dire que je vais avoir par exemple du Sony S-Gamut 3, je vais avoir du Red White Gamut RGB, je vais avoir du Canon Cinema Gamut, je vais avoir le DJI Gamut, je vais avoir le Arri White Gamut. Donc voilà, donc j'ai tous mes espaces qui sont présents. Donc moi, je sélectionne celui qui correspond au fichier que j'ai filmé avec le Lumix C5 Mark II, c'est-à-dire le Panasonic Vegamut. Et ensuite, je vais sélectionner mon gamma. Même chose, là, il y a toute une liste qui est présente et j'utilise donc le Panasonic Vlog. Dès que j'ai rentré cela, eh bien en fait, les roues d'exposition vont agir quasiment comme si j'étais à l'utilisation même de mon boîtier, comme si je tenais mon boîtier en main. Et donc là, par exemple, tu vois qu'au niveau du global, j'ai diminué mon exposition à moins 2,5. Eh bien en fait, c'est comme si moi, par rapport au moment où je tenais mon boîtier, j'avais réduit en fait mon exposition de 2 diaph et demi dans mon boîtier. Sauf que là, je le fais en post-production. Et j'ai mon log qui va interagir exactement de la même façon. Donc ici, ce qui s'est passé, c'est qu'en faisant ça, je suis venu récupérer une exposition correcte au niveau de mon log. Quel est l'avantage d'avoir fait ça et de ne pas avoir diminué mon exposition en amont, donc comme si je l'avais fait depuis la caméra au final, hein, et me retrouver peut-être avec un signal qui allait être tel quel. Mais le problème, c'est que j'aurais eu du bruit, énormément de bruit dans mon image, tandis que là, tu peux venir zoomer tant que tu veux. Hein. Si je lance le plan, il y a 0 bruit. Tu as 0 fourmillement. D'ailleurs, tu le vois au niveau de mon signal, il n'y a rien qui grésille, c'est nickel. Et même si je vais dans les noirs, alors malheureusement, la compression YouTube aide pas, mais même chose, tu peux zoomer tant que tu veux, tu as 0 bruit. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que mon log était correctement exposé au départ. Donc, c'est-à-dire que si je désactive tout, mon signal vidéo était parfait. Il était nickel, je suis venu l'exploiter en amont, voilà, et donc là j'ai quelque chose qui est nickel. J'ai 0 bruit. Bien souvent les gens se plaignent d'avoir du bruit dans leur image, hein. Eh bien moi c'est pas le cas, moi j'ai pas de bruit avec mon log parce qu'il est exposé correctement. Et je viens le développer aussi correctement avec des outils qui sont prévus pour. Donc là j'ai mon CST qui me ramène à mon espace Rec 709, hein. Je me rends compte, aïe aïe aïe, mon image est beaucoup trop surex. Là, je me dis, ouh, qu'est-ce que j'ai fait, problème, etc. Mais c'est pas grave, hein. Je sais de base que j'ai les informations qui sont présentes.
Ok, aucun souci. Je vais venir les réexploiter d'une façon très propre en épousant en fait mon log. Donc avec les roues HDR, j'ai rentré correctement mon espace colorimétrique, j'ai rentré mon gamma. Et puis après, je joue avec mon global, avec mon light, mon shadow et ainsi de suite. Et je viens récupérer en fait toutes les informations qui étaient présentes et j'ai zéro bruit et c'est juste parfait. Ensuite, je viens mettre ma saturation. Ok, donc là tu peux voir que je suis venu un peu puncher au niveau de la saturation. Donc si je remets le vector scope et que je désactive, tu peux le voir juste ici au niveau de mon vector scope, que mon signal se déploie. Voilà, donc là je suis venu récupérer de la saturation. Ok. Ensuite, ici, moi, j'ai, et par rapport au log, enfin non, par rapport tout simplement au Lumix S5 Mark II, je trouve qu'on a énormément de détails dans mon image. Donc là, en fait, je suis venu la diminuer en 2 étapes et aussi pour un peu diffuser au mieux mes lumières. Donc là, j'ai joué avec les détails moyens, le mid detail, que je suis venu appliquer sur l'ensemble de l'image. Tu vois, ici, je l'applique sur l'ensemble, hein, je n'ai pas de qualification. Et par contre, le deuxième, ici, là, je suis venu l'appliquer uniquement au niveau du visage. Donc, c'est-à-dire que j'ai repris mon outil de qualification, hein, comme tout à l'heure, tu peux voir, j'ai repris mon outil de qualification et je suis venu uniquement qualifier le visage. Ok ? Alors, je l'ai qualifié vite fait ici, hein, pour te montrer, hein, je pourrais le qualifier encore mieux que ça. Mais donc, j'ai ici moins de netteté sur l'ensemble de mon image avec ce premier nœud, sur la totalité de mon image, ok, et ici uniquement en plus sur le visage. Donc je viens le faire en fait en 2 étapes. Alors c'est très minime, hein, je ne sais pas si la compression YouTube va te permettre de le voir, mais moi je trouve ça beaucoup plus plaisant et ça me permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus agréable. Ensuite, je suis venu rajouter en fait une toute petite lutte, une lutte que j'ai reprise sur, je ne sais plus comment est-ce que c'est. Sécher, je vais te le dire tout de suite, elles sont très très bien, une petite lutte, c'est chez Colorist, ouais, Colorist Factory, voilà, une lutte qui vient de chez Colorist Factory que j'aime vraiment au niveau du rendu. Alors je ne suis pas venu l'appliquer n'importe comment, c'est-à-dire à du 100% d'intensité, hein. Je suis venu l'appliquer au niveau du gain ici à 0,5, donc je vais ici dans mon outil qui me permet en fait de ajuster un peu comme l'opacité en fait du nœud en question, et ce qui me permet donc de diminuer le gain de la lutte. Donc je suis venu l'ajouter donc à 0,5 et ça me rechange un peu mon image. J'aime bien en tout cas le petit rendu qu'on a au niveau de la lutte. Okay, et puis après, en fait, mes 2 vignettes. Donc ma vignette in et ma vignette out, exactement tout à l'heure, comme avec le Fujifilm X-H2S. Donc tu vois, j'ai une arborescence qui est très simple. Et comme j'ai repris nœud par nœud, dès que j'ai envie de modifier quelque chose, je sais le faire à mon aise. Et donc là, j'ai quelque chose qui est nickel. Voilà, là, j'ai quelque chose qui est bien. Mon exposition est bonne. Et ça va être la même chose pour le plan face caméra que je suis en train de te filmer ici. Hein. Donc c'est-à-dire que si je vais ici dans mon exemple de plan face caméra, j'ai exactement le même fonctionnement. Ici, c'est mon Color Space Transform. Voilà. Là, ici, j'ai mon exposition. Si tu peux voir que si je prends uniquement le Color Space Transform, je suis complètement sur X. Hein. Maintenant, je viens récupérer les informations qui sont dans mon image. Ici, j'ai la saturation qui est présente. Là, je vais avoir maintenant les détails au niveau de l'ensemble de mon image, les détails juste au niveau de mon visage, une petite lutte appliquée à 0,5, ma vignette hit, ma vignette in et out, donc à l'intérieur et extérieur. Et ici, j'ai rajouté un nœud juste pour te montrer mon exposition globale avec les fausses couleurs. Donc voilà, j'ai une exposition qui est bonne. Donc mes fausses couleurs m'indiquent tout simplement ce qui est mes niveaux d'exposition. Donc je pourrais très bien me dire, tiens, est-ce que je ne suis pas trop exposé au niveau de mon visage? Non, c'est parfait. Moi, j'ai une exposition que je trouve bonne. En tout cas, c'est le rendu que j'ai envie d'avoir à mon image. Et donc, voilà. Donc l'image de base, elle est comme ceci ici. Si je reprends mes parades, tu peux voir de nouveau que mon signal est correctement exposé, correctement utilisé. Et je viens après utiliser le tout en post-production de façon correcte. Et donc là, de nouveau, j'ai 0 bruit dans mon image. C'est ça le plus important. Les gens disent souvent, j'ai du bruit dans mon image, ça va pas, etc. Ben non, vous avez du bruit tout simplement parce que le signal a été mal exploité au départ. Mais s'il est exploité correctement, il y aura 0 bruit, on n'aura aucune dérive. Donc voilà, le process était un peu long ici à t'expliquer, mais parce que je suis allé étape par étape pour t'expliquer le fonctionnement vraiment de chaque outil et te montrer un peu ma méthodologie. Essaye de voir en tout cas si tu sais appliquer celle-ci par rapport à ton logiciel vidéo si tu n'utilises pas DaVinci Resolve. Et si par contre tu utilises DaVinci Resolve, je t'invite en tout cas peut-être à réessayer exactement la même chose que moi et voir un peu le résultat que tu vas obtenir suivant le log que tu viens utiliser. Ok, qu'est-ce qu'on retient de cette expérience? Déjà, ce que tu viens de découvrir ici, c'est juste le dessus de l'iceberg. Si tu veux t'aventurer dans la partie
partie immergée. Tu dois d'abord maîtriser tout ce que tu auras vu dans cette vidéo. Dis-toi que c'est la base. Maîtrise et comprends cette base pour ensuite t'amuser à tout casser et t'aventurer dans le reste de la compréhension du log. Alors, je veux pas te faire peur, mais je pense qu'il m'aura fallu entre 3 et 4 ans pour savoir correctement utiliser le log au rythme de 4 voire 5 tournages par semaine. Donc oui, c'est complexe. Oui, tu vas encore galérer, mais bordel que ça en vaut la peine. Je veux aussi t'inviter à regarder cette vidéo dans laquelle je t'explique un agencement lumière, car elle contient énormément d'infos qui te seront bien utiles. À tout de suite.